fondé la Constitution sur le Coran, j'en passe, et des meilleurs. Et Nasser a dit, je ne pourrais pas vous citer la phrase exacte, mais le guide des frères musulmans m'a fait une liste tellement sinistre qui rendrait la vie si noire qu'il n'en est évidemment pas question. Et il a eu tellement peur, parce qu'après il y a eu des attentats, des tensions, qu'il s'est mis à persécuter les frères musulmans. Et à les persécuter pas n'importe comment. Je peux vous dire que nos confrères journalistes qui ont passé ne serait-ce que 24 heures entre les mains de la police égyptienne pourront dire, quand ils vont revenir, ce que c'est que de passer un petit moment dans les prisons égyptiennes. Les têtes actuelles d'Al-Qaïda et du radicalisme musulman sont passées par les prisons égyptiennes. Les prisons égyptiennes sont les meilleures écoles pour fabriquer des islamistes fous furieux, avec des techniques de torture et d'humiliation qui font perdre la raison. Et quand vous ne l'avez déjà pas beaucoup parce que vous êtes un peu fanatique, ça n'aide pas exactement à vous ramener du côté de l'équilibre. Alors il faut parler un tout petit peu de ce face-à-face entre frères musulmans et nasserisme qui est au cœur de l'islam politique, qui bouleverse nos propres sociétés, qui bouleverse nos propres débats publics et qui n'a pas fini de les agiter. Parce que j'entends beaucoup aujourd'hui des gens qui sont soit totalement favorables à la démocratisation et à la révolution qui se passe en Égypte, au point de vouloir enjoliver le visage des frères musulmans et d'expliquer qu'il n'y a aucun problème avec eux, ce sont des gens parfaitement sympathiques, et à l'inverse des gens qui, à cause des frères musulmans, voudraient refuser cette démocratisation que je crois profondément nécessaire. Alors je vais d'abord dire en quoi moi je ne pense pas que les frères musulmans sont des anges, du tout. Je crois que si les frères musulmans sont des anges, le parti nazi était aussi très angélique. Et que c'est certainement le mouvement aujourd'hui contemporain le plus proche de ce qu'on peut appeler un mouvement totalitaire, extrêmement bien organisé, redoutablement stratège. Il a été fondé, vous le savez, en 1928 par Hassan al-Banna, qui est donc enseigné via ses petits-fils en France comme le plus grand réformiste musulman de tous les temps, et qui est ni plus ni moins le Mussolini de l'islam politique. Merci d'être solidaire de mon angine, je sens que nous sommes tous extrêmement en forme. Donc je le disais, Hassan al-Banna, c'est pas le plus grand réformiste musulman, c'est le plus grand fasciste musulman. Il a, à 13 ans, déjà, il était lui-même issu d'une famille assez très religieuse, et à 13 ans, comme ça ne suffisait pas, il a monté une ligue de vertu pour dénoncer ses concitoyens qui n'auraient pas des mœurs correctes, et il était très partisan de la délation au nom de la vertu. Ensuite, il est rentré dans une confrérie orthodoxe dont il a retenu essentiellement l'art du double discours, un discours politique pour l'extérieur, un discours pour l'intérieur, qu'il a enseigné à ses partisans. Et malheureusement pour nous, il n'a jamais voulu faire Al-Azhar, la plus grande université islamique, basée au Caire, où il aurait peut-être appris la théologie, lu des livres, et où il serait peut-être devenu un savant islamique, ce qui lui aurait permis peut-être d'être un peu plus nuancé. Mais en fait, Hassan al-Banna, contrairement au portrait qu'en dresse son petit-fils notamment, n'est pas du tout un savant, c'est un militant, c'est un redoutable militant, qui veut le pouvoir, qui veut l'organisation politique et qui donc décide essentiellement de rester instituteur parce qu'il pense qu'en étant instituteur, il peut retourner les enfants, et à travers les enfants, il peut retourner les parents, et que c'est ça qui compte, et qu'il faut former des armées d'instituteurs, des écoles pour convertir les enfants, évidemment des chemises vertes pour que la jeunesse, parce qu'il croit beaucoup, nous sommes dans les années 30, au bénéfice du sport pour enrôler. Et il souhaite, il se construit vraiment en pendant du totalitarisme qui monte en parallèle en Europe. Il souhaite réellement un empire basé sur l'islam, comme d'autres veulent un empire basé sur la race. Et il souhaite faire flotter le drapeau de l'islam partout où la voix du muezzin retentit. Mais pour ça, il pense bien que ça ne sera pas facile d'y arriver du jour au lendemain, parce que sa nostalgie à lui, c'est vraiment son drame personnel, c'est l'abolition du califat. Le califat a été aboli, vous le savez, par Atatürk, qui lui a choisi une toute autre voie, qui est celle, au contraire, de la sécularisation, à grande marche forcée de la Turquie et de la rationalisation. Atatürk, dont les héritiers ont aussi beaucoup de défauts, on va en parler, en termes de démocratisation, mais dont le grand avantage, comme Bourguiba pour le coup, a été au moins de vouloir moderniser, séculariser. La crise de l'Empire ottoman, analysée par Atatürk et par ceux qui s'y sont identifiés, c'est de dire on a emprisonné le pouvoir, la raison scientifique, la religion nous a empêchés de penser, de nous moderniser,
C'est pour ça que nous avons pris du retard par rapport aux Européens, et maintenant nous sommes faibles par rapport à eux. Si nous voulons redevenir une société vivante, il faut absolument libérer cette rationalisation et, enfin pas démocratiser justement, ça c'est le problème, mais éduquer et séculariser. Et ça n'est pas pour rien si les deux pays de cette époque qui s'en sortent néanmoins le mieux en termes d'éducation, c'est la Turquie et c'est la Tunisie. La Turquie, dont la constitution laïque n'est pas encore tout à fait sortie d'affaire, mais est si forte, avec évidemment la menace de l'armée, a permis qu'un gouvernement islamique au pouvoir soit contenu par ce corset et finalement donne le meilleur, c'est-à-dire un peu de démocratisation, ce que les kémalistes ont eu l'immense tort de refuser. Parce qu'évidemment, une fois que vous avez éduqué et que vous avez sécularisé, avec une vision de la laïcité qui n'est pas la nôtre, hein, c'est une laïcité très instrumentale, où l'islam est quand même très instrumentalisé par le kémalisme, on est beaucoup plus dans une forme de soviétisme que dans une forme de séparation, de soviétisme qui utiliserait l'islam, c'est un peu particulier. Donc ça n'est pas la laïcité telle qu'on la connaît, mais disons qu'une fois cette étape faite, il fallait ouvrir, il fallait démocratiser, et en tout cas si le but c'est de rendre heureux vos sociétés, c'était la marche à faire. Mais évidemment, les systèmes produisent des hommes qui sont forgés par eux, produisent des armées, des militaires, des apparatchiks qui ne veulent pas lâcher, et il a fallu la peur de la menace islamiste qui a été dissoute plusieurs fois, l'AKP a été dissoute plusieurs fois avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'elle espère, en tout cas, ce qu'elle essaie d'apparaître, une forme de démocratie chrétienne version musulmane. Ce qui est le cas dans les faits parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Parce que notamment la justice peut à tout moment dissoudre l'AKP s'ils vont trop loin. Encore que ça, c'est en train de finir. Les derniers procès qui ont été faits et qui ont été menés montrent que l'AKP est de plus en plus en train de récupérer la main sur la justice. Sans doute là aussi, ça a un effet un petit peu positif dans la mesure où ça permet d'enlever un peu de pouvoir à des juges qui étaient assez antidémocrates. Tout est une question de dosage, on ne sait pas jusqu'où ça ira, on ne sait pas jusqu'à quel point cette mainmise sur la justice d'un pouvoir politique qui reste d'inspiration religieuse peut à un moment donné profiter d'une faiblesse pour faire passer des réformes qui seront des réformes liberticides ou qui seront des retours en arrière. Mais au jour d'aujourd'hui, la Turquie est évidemment un exemple beaucoup plus enviable et beaucoup plus intéressant que l'Égypte, ou que l'Algérie, ou même que la Tunisie. Parce que la Tunisie, après avoir, pareil, avec sous Bourguiba, fait beaucoup de bien à l'éducation nationale, beaucoup d'avancées, est devenue un pouvoir qu'on sait, un pouvoir mafieux, un pouvoir gangréné, nécrosé, liberticide, où les mails étaient contrôlés de l'information de façon, là aussi, au-delà du stalinisme. Moi, je me souviens, la seule fois en fait où je suis allée en Tunisie de ma vie, j'ai rencontré Abdelmajid Charfi, qui est un grand théologien et un grand sociologue aussi, enfin un grand universitaire tunisien, et nous avons opposants, qui était évidemment privé de télévision, privé de presse, privé de tout, il a le droit d'enseigner, mais c'est tout. Et nous travaillions sur un livre, il me parlait de la dictature policière, et nous ne pouvions même pas échanger de mails au retour, parce que les mails n'arrivaient pas. Je n'ai jamais vécu ça, même avec d'autres pays. C'est vraiment une dictature policière qui était très organisée pour pouvoir contrôler l'information d'un point à un autre, et qui, du coup, ne peut pas être regrettée. Et non seulement ne peut pas être regrettée, mais moi, je me réjouis énormément que cet élan de démocratisation, qui devait partir du peuple, qui ne pouvait pas venir d'ailleurs, certainement pas d'une intervention étrangère, internationale ou autre. Je me réjouis énormément qu'elle soit partie de la Tunisie, parce que c'est un phare qui va peut-être pouvoir justement donner un contre-modèle, parce qu'aujourd'hui, il y a des démocrates laïcs en Tunisie, éduqués, il y a une élite, il y a une classe moyenne, il y a tout ce qu'il faut pour prendre la suite dans ce pays. Il y a aussi des islamistes, et le retour de Ranouchi, célébré par ses partisans, a suscité déjà des marches de la part des démocrates laïcs tunisiens, qui se sont d'ailleurs pour certains fait casser la gueule par les islamistes tunisiens. Donc ça ne veut pas dire que c'est gagné. S'engage maintenant une bataille entre ces deux forces d'une société pour savoir laquelle des deux incarne l'avenir, qui serait une bataille, je l'espère, beaucoup moins douloureuse qu'a été celle des Algériens, mais qui serait une bataille. Comme si nous, du jour au lendemain, nous avions à gérer des élections libres avec une extrême droite qui pourrait faire, par contre,
50%. Voilà, on serait dans un combat politique extrêmement difficile et qui demanderait beaucoup de courage, mais qui est possible.